Préparez-vous pour un voyage fascinant dans le monde des investissements. Bonjour à tous. Avant de vous lancer tête baissée dans de multiples opérations quotidiennes à la recherche de gains rapides, je souhaite partager 2 points essentiels que tout nouvel investisseur devrait considérer. Le marché boursier peut sembler un jeu simple, mais il y a beaucoup à comprendre avant de commencer. Plongeons dans le sujet. Qui sont les géants qui dominent le monde? Le 31 mars, j'ai compilé une liste des 20 compagnies les plus importantes du monde en termes de capitalisation boursière. En tête de liste se trouve Microsoft, avec une valorisation dépassant les 2 billions de dollars. La liste descend jusqu'à la 20e entreprise, avec une valeur de marché d'environ 350 milliards. Ces noms vous sont probablement familiers, ce sont les géants qui mènent l'économie mondiale. Comptent en commun les entreprises les plus prospères. Découvrons-le. Maintenant, imaginez que nous puissions organiser un petit sondage interactif ici même, en vous demandant quel est, selon vous, le facteur clé derrière le succès de ces entreprises. Malheureusement, nous n'avons pas la technologie pour cela aujourd'hui, mais je vous invite à réfléchir à cette liste. Elle commence par Microsoft, suivie de près par d'autres puissances mondiales. Pourquoi les États-Unis dominent-ils le classement des entreprises les plus précieuses? Un fait intéressant, parmi les 7 entreprises les plus précieuses au monde, 5 sont américaines. C'est remarquable, surtout quand on entend des critiques sur les performances économiques des États-Unis. Par exemple, Saudi Aramco, une entreprise pétrolière massive, figure sur la liste, mais elle est majoritairement contrôlée par le gouvernement d'Arabie Saoudite. En revanche, les entreprises américaines de cette liste sont portées par l'innovation et l'esprit entrepreneurial. Comment un petit pays est-il devenu une puissance mondiale? Il y a un peu plus de 2 siècles, en 1800, les États-Unis étaient un petit pays. Nous représentions moins d'1% de la population mondiale, avec environ 5 millions de personnes. Pour mettre cela en perspective, des pays comme la France avaient 3 fois plus de population. Et la Chine presque 10 fois plus. Pourtant, malgré notre petite taille, les États-Unis avaient quelque chose d'unique, une vision pour l'avenir, ancrée dans la liberté et l'opportunité. Quel est le secret du succès économique des États-Unis? Cette vision, établie dans notre Constitution il y a 235 ans, a conduit les États-Unis à avoir 5 des 7 plus grandes entreprises du monde aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Il ne s'agit pas d'être intrinsèquement plus brillant ou plus fort, mais d'un système qui favorise l'innovation, la prise de risque et le progrès. Lorsque vous regarderez la liste sur la diapositive M1, pensez-y. Le succès de ces entreprises reflète le pouvoir d'une vision à long terme, quelque chose que tous les investisseurs, novices ou expérimentés, devraient garder à l'esprit avant de se lancer sur le marché. Comment un petit pays a-t-il conquis la scène mondiale? Imaginez un instant que vous vous teniez dans un champ ouvert, regardant un horizon rempli de possibilités. Il y a quelques siècles, ce pays n'était qu'un point sur la carte, avec moins d'1% de la population mondiale. Pourtant, aujourd'hui, 5 des 7 plus grandes entreprises de la planète ont leur siège ici. Comment en sommes-nous arrivés là? Un sol fertile, un climat favorable, oui, mais d'autres pays avaient cela aussi. Ce qui a fait la différence, c'est un système qui, contre toute attente, a fonctionné de manière spectaculaire. Combien de ces entreprises resteront des géants à l'avenir? Maintenant, je veux que vous fassiez une pause et que vous réfléchissiez à quelque chose. Regardez cette liste des 20 plus grandes entreprises du monde, mise à jour au 30 avril de cette année. Prenez 1 minute, si vous voulez, et faites un pari. Combien de ces géants seront encore sur cette liste dans 30 ans? 10, 7, 3, elles ne seront pas toutes là, c'est certain. Et qui sait, peut-être que certaines ne seront plus là demain. Vous surprendrait-il de savoir que le passé ne prédit pas l'avenir? Maintenant, je vous invite à remonter le temps. Regardez la diapositive 2, qui nous ramène à 1990. Jetez un œil aux 20 plus grandes entreprises de cette année-là. Que voyez-vous? Quelque chose devrait vous surprendre. Aucune de ces 20 entreprises ne figure sur la liste actuelle. 0. Rien. À l'époque, il y avait 5 entreprises américaines dans le top.
Des noms comme Mobil, Ford, AT&T. Des géants à leur époque, mais aujourd'hui, aucune n'est au sommet. Et si je vous ai demandé tout à l'heure de deviner combien resterait, je parie que presque personne n'aurait dit 0. Que nous enseigne le changement constant du marché? Ce n'est pas seulement une anecdote curieuse, c'est une leçon. En 1990, le monde n'était pas dans la préhistoire économique. Les gens pensaient comprendre les marchés. La théorie de l'évaluation des actifs était à son apogée et les analystes faisaient des prédictions avec confiance. Le Japon dominait avec plusieurs entreprises sur la liste, mais aujourd'hui, il n'en reste aucune. Les États-Unis en avaient 5. Maintenant, ils en ont 12, mais ce ne sont pas les mêmes. Que nous dit cela? Que le changement est implacable. Comment les valorisations des entreprises ont-elles changé en seulement 3 décennies? Une chose de plus à réfléchir pendant que vous regardez cette liste. En 1990, la plus grande entreprise du monde valait environ 110 milliards de dollars. Aujourd'hui, ce chiffre semble presque insignifiant comparé au titan actuel. Le monde n'était pas primitif à l'époque, mais personne n'a vu venir ce qui allait arriver. Alors, quand vous pensez à l'avenir, souvenez-vous, ce qui semble sûr aujourd'hui pourrait ne pas l'être demain. Est-il possible que la valeur d'une entreprise soit multipliée par 30 en 3 décennies? Imaginez un monde où l'entreprise la plus précieuse de la planète est passée d'une valeur de 100 milliards de dollars à 3 billions en seulement 3 décennies. Maintenant, regardez l'entreprise numéro 20 sur cette liste. Elle est passée de 30 milliards à presque 15 fois ce montant. Que nous dit cela? Cela parle d'inégalité, un sujet qui résonne fortement aujourd'hui, et aussi de la manière dont le capitalisme a généré une richesse à une échelle sans précédent. Le futur pourrait-il nous surprendre encore plus? Cela donne aussi des indices sur l'inflation, bien que cette période n'ait pas été particulièrement inflationniste. Mais surtout, cela montre que le système capitaliste a été extraordinairement efficace, surtout pour ceux qui possèdent du capital. C'est un fait impressionnant. Maintenant, la question est, cela pourrait-il se reproduire? Pourrions-nous prendre l'entreprise leader actuelle comme Nvidia ou Microsoft et dans 30 ans voir sa valeur multipliée par 20 ou 30? Cela semble presque impossible, mais en 1990, cela semblait aussi impossible. Et les investisseurs de l'époque étaient aussi confiants que nous le sommes aujourd'hui. Pourquoi les fonds indiciels sont-ils la clé du succès à long terme? Le monde change de manière imprévisible. Voici un autre exemple à méditer. En 1990, Wall Street était sûr de tout savoir, mais les changements drastiques surprennent toujours. Cela, d'ailleurs, est un argument solide en faveur des fonds indiciels. L'important n'est pas de choisir le cheval gagnant, mais de monter dans le train de la croissance économique. Si vous avez un portefeuille diversifié, en particulier d'actions américaines, et que vous le conservez à long terme, il est difficile de se tromper. La diversification est-elle la meilleure arme contre l'incertitude? En 1990, les actions étaient, sans aucun doute, l'endroit où il fallait être. Mais choisir les bonnes entreprises ou faire confiance à un gestionnaire de fonds avec de grandes idées n'a pas toujours donné les meilleurs résultats. La leçon est claire, la diversification l'emporte sur l'arrogance. Et puis, il y a la fièvre pour certaines industries. Les gens tombent amoureux de secteurs à la mode, comme l'intelligence artificielle aujourd'hui ou les dot-com dans les années 90. Quand une entreprise dit être dans le secteur du moment, les investisseurs ignorent les ventes, les bénéfices, tout. Ils veulent juste être au bon endroit. Comment une idée révolutionnaire a-t-elle changé le monde pour toujours? Remontez jusqu'à 1905, l'année de la naissance de mon grand-père. À cette époque, personne n'imaginait qu'un inventeur comme Henry Ford changerait le monde avec la production en masse d'automobiles. Mais ceux qui ont misé sur les industries à la mode de cette époque n'ont pas toujours réussi. Ce qui compte, c'est de rester dans le jeu, sans s'obstiner à prédire le prochain grand succès. Comment les automobiles ont-elles transformé le monde dans lequel nous vivons? Imaginez un monde où le transport personnel était sur le point d'être réinventé. Henry Ford, après plusieurs faux pas, posait les bases de la Ford Motor Company.
une entreprise qui transformerait notre façon de nous déplacer. Les automobiles n'ont pas seulement changé le paysage, elles ont donné naissance à des industries entières. Pensez-y, sans voiture, il n'y aurait pas de compagnie d'assurance automobile comme Allstate, ni l'agitation des autoroutes que nous connaissons aujourd'hui. Quel impact a eu un simple salaire sur l'économie mondiale? Puis est venu le salaire journalier de 5 $ de Ford, un mouvement révolutionnaire qui a secoué l'économie. Les chaînes de montage ont accéléré la production et soudain, les voitures étaient partout. Imaginez qu'en 1903, vous ayez eu une vision de ce qui allait arriver. Des autoroutes inter-États sillonnant le pays, plus de 300 millions de véhicules parcourant les routes des États-Unis. Vous auriez dit, c'est évident, les voitures domineront. Cas de spécial, une entreprise appelée Marmon. Maintenant, considérez une entreprise que nous possédons, Marmon. Nous l'avons acquise de la famille Pritzker, qui a construit un empire en regroupant plusieurs compagnies sous un seul nom. Marmon n'était pas juste un nom, il avait une histoire. En 1911, une voiture Marmon a remporté la première course des 500 miles d'Indianapolis. Peut-être est-ce pour cela que les Pritzker ont choisi ce nom, un clin d'œil à son héritage sur les circuits. Saviez-vous qu'un simple miroir a changé l'histoire de l'automobile? Mais Marmon ne s'est pas arrêté là. Ils ont également été pionniers dans quelque chose que nous tenons aujourd'hui pour acquis, le rétroviseur. Ce n'est pas un simple détail. Cela a changé notre façon de conduire. Lors de cette première course d'Indianapolis, le mécanicien qui se tenait normalement à côté du conducteur, regardant en arrière pour surveiller les concurrents, était malade. La solution? Un miroir monté sur la voiture. Une idée simple mais brillante. Comment une industrie révolutionnaire a-t-elle façonné le monde moderne? Maintenant, imaginez que vous ayez prédit tout cela. Que les voitures deviendraient une force imparable, qu'il y aurait des courses comme les 500 miles d'Indianapolis, que les rétroviseurs deviendraient essentiels et que des millions de véhicules, des voitures aux camions, rempliraient les routes d'Amérique. C'était le pouvoir de la vision de Ford et l'héritage d'entreprises comme Marmon qui ont contribué à façonner un monde propulsé par l'innovation automobile. Combien d'entreprises ont essayé de conquérir l'industrie automobile? Permettez-moi de vous emmener dans un voyage dans le passé, lorsque les automobiles étaient la révolution que tout le monde voulait dominer. Un jour, en explorant l'histoire de cette industrie, j'ai décidé de créer une liste de toutes les compagnies automobiles qui ont existé au fil des ans. Mon plan initial était de n'inclure que celles commençant par la lettre C, pensant que je pourrais tout condenser en une seule diapositive. Mais quand je suis arrivé au 100, la liste est devenue interminable. Alors, pour garder les choses gérables, je me suis limité à celles commençant par CA. Quelle était la férocité de la concurrence dans l'industrie automobile? Et voici ce qui est surprenant. Rien qu'avec CA, j'ai trouvé presque 50 entreprises qui se sont lancées dans le commerce automobile. Parmi elles, il y avait une petite pépite appelée Carver, qui figure dans la colonne centrale de ma liste. Cette entreprise a résisté un bon moment, fabriquant des voitures dans les années 20 et 30 qui étaient vraiment innovantes pour leur époque. Certaines avaient des designs aérodynamiques qui semblaient en avance sur leur temps. Mais le point est que, au total, plus de 2500 compagnies ont essayé de se faire un nom dans l'industrie automobile, toutes attirées par un avenir qui semblait illimité. Pourquoi tant d'entreprises automobiles ont-elles échoué? Maintenant, avançons dans le temps. En 2009, sur le marché américain, il ne restait que 3 grands constructeurs automobiles et 2 d'entre eux ont fini par se déclarer en faillite. Cela nous laisse une leçon claire. Investir dans une industrie prometteuse ne suffit pas à garantir le succès. Des entreprises de toutes sortes ont essayé de se lancer dans le jeu automobile. Par exemple, une compagnie d'électroménager a lancé une voiture. Une marque d'assurance a aussi tenté sa chance. Même une usine d'outils dans l'Ohio pensait pouvoir rivaliser avec les grands. L'enthousiasme pour une industrie suffit-il à garantir le succès? C'était une fièvre automobile, très semblable à ce que nous voyons aujourd'hui avec les startups technologiques ou les crypto-monnaies, où tout le monde veut une part du gâteau et cherche des investisseurs prêts à parier.
Mais la réalité est que très peu ont réussi à choisir le gagnant. Pensez à la Ford Motor Company, par exemple. Henry Ford a commencé avec des partenaires, mais ils ne s'entendaient pas. Il a trouvé une manière astucieuse de racheter leurs parts, ce qui a marqué le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Ce mouvement était presque comme la naissance du financement moderne dans l'industrie automobile, bien que ce soit une autre histoire que je ne raconterai pas maintenant. Quelle leçon nous laisse l'ascension et la chute de Ford? Cependant, même Ford a eu ses déboires. General Motors a fini par dominer le marché, surtout quand Ford n'a pas réussi à faire une transition fluide du légendaire modèle T au modèle A. Cette erreur lui a coûté cher. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce n'est pas aussi simple que d'identifier une industrie à potentiel et d'espérer que tout se passe bien. Vous avez mentionné que vous pourriez garantir un retour annuel de 50% si vous recommenciez avec moins d'1 million de dollars. C'est une question fascinante, mais l'histoire nous montre que le chemin est semé d'embûches. Choisir le gagnant dans une industrie en plein essor demande bien plus qu'une bonne intuition. Pourquoi l'exécution est-elle plus importante que l'idée? Et voici une autre réflexion. Beaucoup de ces entreprises qui ont échoué avaient des idées brillantes. Certaines ont même produit des voitures qui, à leur époque, étaient considérées comme révolutionnaires. Mais le manque de capital, des problèmes de production ou simplement une mauvaise stratégie les ont conduites à l'oubli. Alors, quand vous pensez à investir, souvenez-vous que ce n'est pas seulement une question d'industrie, mais d'exécution, de timing et, parfois, d'un peu de chance. Qu'y a-t-il d'excitant à explorer les détails du passé? Quel plaisir de vous voir ici! Si vous me demandez comment je me suis plongé dans quelque chose d'aussi spécifique, je dirais que je me suis jeté tête baissée dans l'exploration de milliers de pages de données. En parlant de chemin de fer, par exemple, je me souviens avoir dévoré le manuel du transport de Moody, environ 1500 pages, je crois, quand j'avais à peine une vingtaine d'années. J'ai trouvé des détails fascinants, des choses que je n'imaginais pas m'attireraient autant. Comment un passe-temps peut-il devenir un avantage compétitif? Probablement personne ici ne connaît la compagnie ferroviaire Milwaukee and Prairie, mais à cette époque, il y avait des centaines de chemins de fer et j'aimais apprendre sur chacun d'eux. Chaque compagnie avait son surnom. Le Northern Pacific était le galop du Nord et le Milwaukee and Prairie, eh bien, on l'appelait « bouge les bagages et cours ». Ils avaient un bond qui, curieusement, fonctionnait comme une action ordinaire et les détails obscurs peuvent-ils mener au succès financier? Cette action ordinaire qui était un bond pouvait créer des situations particulières. Cela ne vous rendrait pas millionnaire du jour au lendemain, mais si vous collectiez assez de données sur ces raretés, comme je l'ai fait, vous pouviez trouver de l'or. Quand j'ai rencontré Charlie, je l'ai impressionné parce que je savais tout sur ces petites compagnies de la côte ouest qu'il pensait être son secret. J'ai mentionné le Portland Rowing Club et il a cru qu'il était le seul à le connaître. Quel est le secret pour trouver des opportunités cachées? Cela nous a connectés instantanément. Pour répondre à votre question, je ne sais pas quel serait l'équivalent moderne des manuels de Moody, mais le truc est de plonger dans les détails de choses petites, obscures et de trouver quelque chose de précieux. Avec 1 million de dollars et ce savoir, vous pourriez obtenir un retour de 50% par an. La passion est-elle la clé pour débloquer de grands rendements? Mais il faut aimer le processus, pas seulement l'argent. Il faut que cela vous passionne de chercher, comme un archéologue déterrant des reliques. C'est comme les biologistes qui poursuivent une découverte parce que cela les fascine, pas parce qu'ils veulent la gloire. Je ne comprends pas tout à fait comment fonctionne l'esprit et je doute que quiconque le fasse, mais il y a des gens qui trouvent de l'excitation à approfondir un sujet. Qu'ont en commun les génies de différents domaines? J'ai rencontré des génies dans leur domaine, de grands joueurs de bridge, des maîtres d'échecs. J'ai même rencontré Kasparov lors d'une réunion à Almo, où se trouvait aussi Madame B. Les gens brillants dans un domaine font souvent des choses absurdes dans d'autres, mais cette passion pour apprendre, pour maîtriser quelque chose, est ce qui les motive. Comment utiliser votre passion pour conquérir le marché? Imaginez un instant que vous essayez de déchiffrer le puzzle le plus complexe du monde, le cerveau humain. C'est un système fascinant,
mais il fonctionne au mieux quand vous comprenez son but et que vous le poussez à travailler sur ce qui le passionne vraiment. Si j'avais un capital modeste et que je voulais obtenir un retour de 50% par an, je me concentrerais sur trouver un jeu qui m'intrigue profondément. Vous ne pouvez pas gagner si le défi ne vous passionne pas, que ce soit maîtriser le poker, déchiffrer des stratégies de Go ou, dans ce cas, identifier des actifs sous-évalués. Il me semble que vous êtes sur la bonne voie. Quiconque assiste à une réunion comme celle-ci a autre chose en tête que les jeux de société. Je suis heureux que vous soyez là et j'espère vous revoir l'année prochaine. Je pense qu'investir dans une entreprise comme Berkshire est une excellente décision. Mais pour une personne en particulier, comme ma partenaire, je dirais qu'allouer une petite partie de son capital à un fonds indiciel S&P 500 peut suffire à garantir une vie confortable. Pourquoi Berkshire est-il un pari sûr? Si vous me demandez, je préfère conserver mes actions chez Berkshire plutôt que de diversifier sur le marché général. Je me sens confiant avec ce choix. Nos entreprises, en moyenne, surpassent le marché. Bien sûr, les choses fluctuent, c'est une partie de l'histoire du marché, mais en termes de croissance composée, je parierais sur Berkshire contre l'indice général. Le fonds S&P 500 est-il l'option idéale pour tous? Cela, bien sûr, en supposant que nous ne soyons plus là. Depuis des années, je recommande le fonds indiciel S&P 500 aux gens, et je continue de le faire. Je n'ai jamais suggéré d'acheter Berkshire à quiconque, car je ne veux pas que quelqu'un investisse juste parce que je le dis. Peu importe le prix auquel il est coté, ma position reste la même. La décision doit être personnelle. Comment planifier votre héritage financier? Je l'ai dit clairement publiquement. Dans mon testament, j'ai disposé que, pour ma future veuve, 90% des fonds soient investis dans un fonds indiciel S&P 500 et les 10% restants dans des bons du Trésor à court terme. Maintenant, en parlant des droits de douane, comment pensez-vous qu'ils impacteront l'économie? Les droits de douane sont un sujet chargé d'histoire et nous avons vu leurs effets à de multiples reprises. Quel impact les droits de douane ont-ils sur notre portefeuille? Imaginez un monde où les décisions économiques sont comme lancer une pierre dans un étang. Les ondulations se propagent, affectant tout sur leur passage. Les droits de douane, par exemple, sont comme une taxe surprise sur les biens que nous consommons. Il n'y a pas de génie magique pour couvrir ce coût. C'est nous qui le payons. Et en économie, il faut toujours se demander. Et ensuite, si les droits de douane augmentent les prix, comment cela affecte-t-il l'inflation à long terme? Les prix à la consommation ne vont pas baisser par magie. Dans 5, 10, 20 ans, tout sera plus cher. L'inflation est comme une rivière qui ne s'arrête jamais de couler. Quand cela s'arrête-t-il? La vérité est que cela ne s'arrête pas, cela change juste de forme. Pourquoi la politique complique-t-elle toujours les choses? Maintenant, en parlant de ce qui se passe à Washington, tout est un tourbillon de négociations et de compromis. La technologie avance à pas de géant, transforme les industries, mais la politique reste un jeu de concessions. Il faut toujours céder un peu pour avancer, et cela ne change pas, peu importe combien les choses évoluent. C'est comme essayer d'assembler un puzzle où les pièces ne s'emboîtent jamais parfaitement. Qu'est-ce qui vous passionnait quand vous étiez jeune? Quand j'étais adolescent, mon monde tournait autour de deux choses, la musique et les motos. La musique était mon évasion, mais les motos, c'était de l'émotion pure. Imaginez que je vous donne l'opportunité de choisir la moto de vos rêves. N'importe quel modèle, n'importe quelle couleur, avec un joli ruban dessus. Ça semble incroyable, non? Mais voici le hic. Cette moto sera la seule que vous aurez pour le reste de votre vie. Comment prendriez-vous soin de ce que vous avez de plus précieux? En sachant cela, comment traiteriez-vous cette moto? Vous en prendriez soin comme si elle faisait partie de vous, n'est-ce pas? Vous la garderiez impeccable, vérifiant chaque détail. Maintenant, pensez à ceci. Vous n'aurez pas qu'une seule moto dans votre vie, mais vous n'aurez qu'un seul corps et un seul esprit. Ils sont à vous, uniques, irremplaçables. Prenez-vous soin de votre plus grand atout. Ce corps et cet esprit que vous avez maintenant sont pleins d'énergie, mais ce sont les seuls que vous aurez pour toute votre vie. Prenez-en soin comme si c'était cette moto de rêve.
Parce qu'en fin de compte, ce sont eux qui vous emmèneront là où vous voulez aller.